plus de tendances, plus de conseils encore sur son marché immobilier, avec comme chaque mercredi notre club de la presse IMO, Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Le baromètre à lui tout seul du marché immobilier, rédacteur en chef d'Explore-Imo, Le Figaro. Et Virginie Grelot, bonjour Virginie. Bonjour. Ses conseils et sa pédagogie, elle fait de l'immobilier un plaisir. Vous êtes journaliste à l'Obs et donc Marie, notre boule d'énergie, Marie. Merci, j'adore. Retenez énergie, pas boule. Hein. Bah, c'est ce que je préfère. Ouais. Virginie. Le budget 2016 pour le logement a été présenté là il y a quelques jours. On va être super concret pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles pour ceux qui souhaitent réaliser un investissement immobilier dans ce budget 2016 ? Alors, la bonne nouvelle du budget, c'est que pas grand-chose ne bouge et donc les mesures déjà en vigueur sont conservées. Et pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, effectivement, le dispositif Pinel, l'avantage fiscal pour acheter dans le neuf, est maintenu. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, le gouvernement espère qu'il y aura à peu près 50 000 ventes l'année prochaine. On a eu 35 000 à peu près ces 2 dernières années. C'était pas très... Ça a redémarré et donc voilà, donc ça c'est maintenu, ça c'est la bonne nouvelle. En revanche, il y a des moins bonnes nouvelles quand même. Le gouvernement a décidé de rogner un peu sur les allocations logement, donc un les tout APL. petit peu quand même. Un tout petit peu, mais il faut procéder par petites touches. Certains adoptent la politique des petits pas, voilà. Donc il y a quand même 3 petites choses qui vont changer. La première, c'est que on va prendre en compte désormais le patrimoine des allocataires. C'est-à-dire, si vous avez une assurance vie, si vous avez une résidence secondaire, si vous avez un livret A, tout ce qui est dans votre patrimoine, sauf les revenus déjà fiscalisés, seront pris en compte pour calculer le montant des allocations. La deuxième chose, c'est que elle va concerner les moins de 25 ans. Alors, ce qui se passait, c'est que quand ils décrochaient un premier emploi, on prenait en compte les revenus de l'année N-1. Ouais. Donc, ils n'avaient pas de revenus puisqu'ils n'avaient pas encore d'emploi. Donc c'était facile d'obtenir des APL. Voilà. Et là, l'idée, c'est que on ne prendra plus en compte l'année N-1, mais l'année N. Donc, on prendra en compte leur première fiche de paye pour calculer leurs allocations. Donc ça, c'est le deuxième coup de rabot. Et le troisième, c'est que au-delà d'un certain niveau de loyer, on abaissera progressivement le montant des allocations qui seront versées. Ne me demandez pas de précision parce qu'en fait, on sait pas. Tout cela, va être discuté devant le Parlement, Assemblée nationale et Sénat dans les prochaines semaines jusqu'au vote définitif. Et ça signifie que si on est locataire et qu'on habite dans un logement extrêmement grand, vaste, pour pas luxueux avec un loyer élevé, là pour le coup on pourra plus bénéficier des APL. C'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit, c'est de lutter contre les effets d'aubaine, contre les abus et certains, il est considéré pour certaines personnes que leur loyer est trop important par rapport à leurs revenus et que donc la prise en charge par les allocations est trop généreuse. Donc, par ces 3 petits coups de rabot, on va réformer les allocations. On est quand même d'accord, Virginie, pour le coup, on nous avait vendu en tout début d'année une méga réforme, on économiserait 1 milliard d'euros, puis petit à petit on est revenu en disant on va quand même essayer un peu de toucher aux étudiants, finalement c'est trop touchy, on touche pas aux étudiants, on est sur 200 et quelques millions d'euros d'économie, c'est quand même peanuts. Alors, ce sera un peu plus parce que je pense que, les estimations pour l'instant c'est 365 millions en année pleine, donc la première année ça joue pas à fond. Il faut quand même se rendre compte que dans la majorité des cas quand même, les gens qui bénéficient des allocations logement, ils n'ont pas un énorme patrimoine, ils n'ont pas des revenus conséquents, donc ils ont besoin de ces allocations. Il y a quand même toute une économie qui repose là-dessus, ça contribue réellement à leur budget et on ne peut pas jouer avec des masses aussi importantes. Oui, et puis éviter les abus, en fait ça va être dégressif, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour certains loyers, enfin il y avait des plafonds qui étaient absolument hallucinants, donc si c'est dégressif ça c'est plutôt pas mal. En tout cas un contexte qui va un peu se durcir, donc pour les APL. C'est peut-être le petit bémol de cette année 2016 à venir pour le projet de budget qui vient d'être présenté. Il y a aussi des gros points forts, des gros points positifs pour ceux qui souhaitent accéder au logement, Olivier. Oui, notamment le prêt à taux zéro dans le neuf. Alors dans le neuf, il est maintenu. Dans l'ancien, il va être étendu. Alors on rappelle, c'est le coup de pouce financier de l'État pour les primo-accédants. Un prêt sans intérêt pour les ménages qui souhaitent donc devenir propriétaires. Il faut avoir en tête, Guillaume, que 85% des ménages locataires sont éligibles au prêt à taux zéro. Alors pour 2016, donc dans le neuf, le prêt à taux zéro plus, il est maintenu et selon l'entourage du ministère du Logement, on espère pour l'année prochaine 65 000 prêts distribués. Et puis dans l'ancien, alors le prêt à taux zéro, il est étendu. Dans l'ancien, on est passé de 6 000 communes à
30 000 communes. Ah oui. Il faut savoir que c'est un flop total. Ça ne marche pas du tout dans l'ancien, puisque cette année, on devrait avoir sur ce prêt à taux zéro à peu près 800 PTZ délivrés. Alors, on rappelle le principe, il aide à l'achat d'un logement ancien qui nécessite des travaux. Il faut que la rénovation, la réhabilitation, en fait, représente 25% du coût total de l'opération. Donc, on agrandit la surface habitable. Il peut y avoir des économies d'énergie. Bon, alors, en fait, là, 15 000 octrois pour l'an prochain. Là, c'est quand même ambitieux. En attendant, il faut savoir que le prêt à taux zéro, c'est un coup de pouce nécessaire, mais qui est pas suffisant. Il y a des bons plans. Vous vouliez des conseils pratiques. Il faut savoir qu'il y a des prêts à taux zéro qui sont au niveau des régions, au niveau des villes. Il y en a pas partout, mais il y en a certains qui existent et qui marchent très bien et qui sont complémentaires de ce prêt à taux zéro de l'État. Alors, dans les Hauts-de-Seine, par exemple, le Conseil général donne un coup de pouce à ses habitants avec le prêt logement 0% dans le neuf comme dans l'ancien. Et selon le nombre de personnes qui vont occuper leur logement en tant que propriétaires, le montant du prêt varie de 20 000 à 50 000 euros. Ah oui, quand même. Et ça cumule, Et ça cumule, absolument. Il existe aussi le prêt à taux zéro de l'agglomération d'Annecy. Il y a le prêt à taux zéro de la communauté urbaine de Nantes, le prêt à taux zéro de la communauté d'Orléans, le PTZ de l'agglo de La Rochelle, et puis des villes comme Toulouse, Caen et Paris ont également des prêts à 0% qui sont complémentaires de celui de l'État. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais est-ce que tout ça, ce sera efficace pour réellement faire revenir les primo-accédants sur le marché? Alors, je pense que ces mesures sont efficaces parce que ça donne des petits coups de pouce qui sont nécessaires pour se décider. En plus, le prêt à taux zéro, il est cumulable avec les autres prêts aidés, donc le prêt 1% Action Logement. Ça a changé de nom. Et puis aussi avec le prêt à l'accession sociale. Alors le prêt à l'accession sociale, la bonne nouvelle aussi du projet de loi de finances, c'est que finalement il va être maintenu. Donc le prêt à l'accession sociale, il permet de bénéficier des allocations logement quand vous devenez propriétaire. Ça vient en déduction des mensualités de crédit. Il se cumule avec le prêt à taux zéro. Et tous ces petits coups de pouce, ça permet de redonner une marge de manœuvre aux primo-accédants. Ça, c'est important pour relancer le marché. Ouais, juste petit bémol, pour le PTZ dans l'ancien, ça existait déjà par le passé. C'était le cellier, ça n'avait pas marché. Donc bon, on va voir. On va pas condamner, on verra. Ça marchait quand c'était sur tout le territoire. Mais c'est ça. Est-ce qu'on va pas... Parce que Olivier, on dit que c'est une bonne nouvelle, mais très concrètement, on a l'impression que c'est quand même... Là aussi, je suis désolée, c'est un peu rien du tout, c'est peanuts, quoi. C'est-à-dire qu'en étant à 30 000 communes, c'est bien, c'est un premier... C'est mieux, mais beaucoup d'observateurs du marché disent concrètement, il nous faut une étincelle, il faut aller plus loin, il faut une aide supplémentaire. Ça, c'est un acte politique, d'ailleurs, on le voit, d'ailleurs c'est un combat, puisque Barthelone, il propose une aide complémentaire au PTZ de l'État seulement dans les communes situées en zone A, par exemple pour l'Île-de-France, c'est 386 communes. On a Pécresse, c'est vraiment un enjeu, on va en parler beaucoup, qui milite pour la distribution d'un prêt à taux zéro cumulable avec celui de l'État et qui sera accessible pour un achat dans le neuf comme dans l'ancien. Ce sera un véritable enjeu politique pour les régions. Et surtout, Olivier, que ça coûte de moins en moins cher parce que l'État profite aussi des taux bas. Donc c'est l'occasion idéale aujourd'hui. Simplement, Virginie, retient et après on va passer au thème suivant. Désolé, pas de souci. Simplement aussi, il faut retenir qu'on a accusé très longtemps le prêt à taux zéro d'avoir un effet inflationniste sur les prix. Donc donner d'un côté ce qui est repris de l'autre. Et tous les dispositifs d'aide, on les a accusés. C'est l'éternelle question. Bon, alors la meilleure façon de faire revenir les candidats à l'achat sur le marché immobilier, justement, de rendre les Français davantage encore propriétaires, c'est de les aider à profiter des taux bas. Comment ils évoluent là, les taux, en ce début octobre? Est-ce qu'on est sur une remontée des taux ou ça reste très bas, Virginie? Alors, les taux restent très bas d'une manière générale. On est sur des niveaux à 2,30, 2,60 sur 20 ans. Enfin, ça reste très très attractif. Ça a fluctué durant l'été. Il y a des petits ajustements selon les banques. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Pour l'instant, les taux restent très très bas. En revanche, ils ne sont pas faciles à obtenir. Évidemment, plus on a un meilleur profil, meilleur le taux est le taux obtenu. Et en ce moment, les banques ont quand même dû faire face à un afflux de demandes de renégociation de crédit. Donc les circuits de traitement des dossiers sont un peu embouteillés. Et quand on signe une promesse de vente, il vaut mieux prévoir un délai. Normalement, c'est 45 jours, condition suspensive d'obtention de prêt. Il vaut mieux prévoir un délai de 60 jours. Ah oui. On est tranquille, comme ça, pour faire le tour des banques et vraiment tout obtenir, les assurances, etc. Bon, mais ces taux qui restent hyper bas, est-ce que ça pousse pas les prix un peu à la hausse? Est-ce qu'on voit les premiers signes de hausse de prix là dans les centres-villes? Est-ce que c'est pas le bémol derrière, derrière ces taux très bas? Un tout petit peu, mais c'est très léger. Alors attention, parce que là, on est abreuvé de statistiques dans tous les sens. Il y en a certains réseaux même qui annonce du plus 13% à Paris. Sur les prix, faut rester calme. Confirmation, en tout cas, les notaires l'ont annoncé, acte authentique de vente. L'activité, en tout cas, elle redémarre. Ça fait plaisir, c'est bien pour le marché.
45 800 logements anciens vendus en Ile-de-France de mai à juillet 2015. C'est une hausse quand même de 23% sur un an. Ah oui. C'est plus 8 par rapport à la moyenne de ces 10 dernières années. Et alors, côté prix, à Paris, on peut dire, bon, en gros, ils font de la résistance. On est plutôt à la baisse depuis 2 ans. Ils sont actuellement en mode pause. Quand on regarde dans le rétroviseur, c'est quand même assez intéressant. On a multiplié les prix par 4. En 1996, on était à 2000 € par mètre carré en moyenne. C'était un autre monde. C'était un autre monde. On est passé à 8400 € en 2012 et puis ça baisse légèrement. On est à 7980 € par mètre carré actuellement. Alors, on est passé de 2000 à 8000. Oui, mais en 96, les taux, ils étaient à combien? 12%. Non, alors, j'ai regardé justement Banque de France, et ben non, à l'époque justement sur les crédits au logement, eh bien le taux de crédit était à fin décembre 1996, on était dans donc taux fixe, une fourchette entre 7,30 et 7,85%, et la part des prêts taux révisables était très importante et on prêtait en moyenne à l'époque sur 14 ans. On est mieux en 2015 qu'en 96, en tout cas pour les taux, pas pour ce qui est des prix parce qu'au immobiliers. final, je sais pas combien ça coûte. En pouvoir d'achat, on a quand même perdu sans doute. Olivier, justement, comment on fait pour ne pas surpayer un bien immobilier quand on achète, pour éviter de se faire avoir? Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces pour nos auditeurs? Oui, voilà. Ça vous est arrivé, vous avez regardé aussi sur Internet certains biens qui peuvent vous plaire, vous dites, bon quand même, pour l'acheter, mais il est trop cher, un peu trop cher. Alors il y a des petites astuces, des petits outils pour essayer de négocier et faire baisser peut-être de 10 à 15% le prix et obtenir des décotes. On sent que vous êtes parvenu. Oui, mais bon. Oui, ça a marché pour vous. Alors comment vous avez fait, Olivier? Il a trouvé un boulot pour Tout d'abord, premièrement, le bien est surcoté comparé au prix du marché. Alors un bien surcoté par rapport au prix du marché ne se vendra pas. Bon. Ça, c'est un signe que vous pouvez négocier. Il faut faire plusieurs estimations. Il faut regarder différents sites Internet, vous avez même imprimé, n'hésitez pas, les estimations à droite à gauche, vous pouvez les montrer, les annonces aux vendeurs, vous pouvez lui soumettre. Si le bien est mis en vente depuis plus de 3 mois. Ça, c'est un signe. L'annonce, alors vous avez une belle fenêtre de tir en matière de négociation. Vous pouvez proposer un prix inférieur au départ de 10%. Pas mal de propriétaires surestiment leurs biens et certaines agences acceptent de les proposer à ce tarif. Mais un bien mis en vente depuis plus de 3 mois et qui n'arrive pas à se vendre, c'est le signe que le prix est trop élevé. Oui, sans doute. Alors, quand c'est un mandat simple, que le bien est proposé dans plusieurs agences, alors ça traîne, beaucoup d'agences sont en concurrence pour proposer le meilleur prix aux propriétaires. Et puis, quand c'est un mandat d'exclusivité, alors là, le bien est proposé par une seule agence, il y a des agents immobiliers qui acceptent souvent de faire un test au prix demandé par le vendeur. Combien? 400 000 €, monsieur, personne n'achètera à ce prix-là. Bon, allez, ok, d'accord, 400 000 €, mais vous verrez bien. Et puis, si le bien a des défauts, alors là, si l'annonce vous donne des indications sur les potentiels défauts du logement, vous pouvez évidemment envisager une négociation. Un rez-de-chaussée, un premier étage, par exemple, a des chances d'être sombre. Un appartement peu lumineux voit son prix chuter de 5 à 10%. Alors, étage sans ascenseur, exposition, bruit, luminosité, vis-à-vis, plan de l'appartement, typologie du bien et le type d'immeuble, voilà. Tout ça. Et renseignez-vous aussi sur vos voisins. J'ai une voisine schizophrène, voilà, ça tout le monde saura. J'ai une voisine schizophrène qui crie et hurle jour et nuit. Ça, je le savais pas au moment, évidemment. Petite dédicace à Madame Michu du 4e étage. On ne dira pas son nom. C'est pas de sa faute. Il faut regarder le prix et puis être sûr qu'on fait le bon choix, Virginie, et prendre le temps de faire le bon choix. Oui, il faut prendre le temps de faire le bon choix. Ce qui va permettre de faire le bon choix, outre suivre les conseils d'Olivier, c'est aussi de se rappeler qu'on a 10 jours éventuellement pour se rétracter. Le délai a changé cet été. C'était dans la loi Macron, dans les petites lignes de la loi Macron. On est passé de 7 à 10 jours pour le délai de rétractation qui est indiqué dans le compromis de vente. Ça peut permettre de faire une meilleure évaluation des travaux, de mieux estimer les temps de transport, etc., etc., et de conforter ou non son choix. Très honnêtement, vous pensez que ça change la donne, les 3 jours supplémentaires? C'est bien, 3 jours de plus, puis ça permet aussi d'aller visiter autour du bien. C'est bien de visiter à différents moments de la journée. C'est pas du tout des fois la même ambiance le soir tard que le matin. Enfin, c'est très très important. Donc 10 jours, c'est bien pour Et ça risque pas de ralentir un peu le marché immobilier quand même, passer d'un délai de rétractation de 7 à 10 jours? Non, ça changera rien. Non, ça change pas grand-chose. D'accord. On va rester dans la peau des propriétaires. On est au mois d'octobre, c'est le mois de la générosité pour les propriétaires, Virginie. C'est le mois où les propriétaires abreuvent l'État de. C'est pour ça que je suis habillée en noir. Non, alors octobre, c'est le mois de la taxe foncière, donc il va falloir, et oui, s'en acquitter. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour payer. Si vous payez en ligne, et de toute façon maintenant, tout va se passer au niveau des impôts sur Internet.
Vous avez jusqu'au 20 octobre, donc vous avez 5 jours de plus et de mémoire, mais votre compte ne sera débité que quelques jours après. Voilà. C'est le mois de la taxe foncière, vous portez le deuil, hein, vous êtes habillé en noir aujourd'hui. Taxe foncière dont les montants risquent d'augmenter très fortement dans certaines villes. Il faut être sensible à ça aussi au moment d'investir, de se lancer dans un achat immobilier. Il y a des villes qui d'ailleurs jouent sur les impôts locaux qui sont... À la limite, c'est presque un critère de concurrence pour attirer des familles, ou pas, sur son territoire. Les différentes réformes, il y aura la réforme de la taxe d'habitation et donc de la valeur vénale. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors, c'est en cours, il y a des phases de test. Pour l'instant, on a l'impression que c'est un tout petit peu... Non, ils vont pas le faire. Ils ont dit après l'élection présidentielle, on sait bien que... À chaque fois, c'est le problème. La patate est trop chaude, là. Il ne faut pas avoir peur de grands changements dans le montant des taxes foncières commune par commune. Ça fait 20 ans. Lille, Toulouse et Toulon ont connu les plus fortes hausses. Et la taxe la plus élevée, c'est Amiens. Très loin devant, on est à 1349 €. La plus faible à Boulogne-Billancourt, 624 €. Bon, on a été pratique, on a apporté des conseils à nos auditeurs, nos téléspectateurs, on a parlé des dernières tendances. Et puis l'immobilier, Olivier, même en 2015, l'immobilier, c'est d'abord du rêve. Et vous allez nous le démontrer. Oui, c'est du rêve aussi. Mais c'est pas aussi bien que la maison de Jennifer Lopez, je suis sûre. On reste à Paris. Il y a match, c'est parti. On reste à Paris, direction le 16e arrondissement de Paris. Alors là, on est dans un hôtel particulier, dans un îlot très privé. C'est une villa, une surface de 1100 mètres carrés habitable. On va découvrir les images. De 1400 mètres carrés, 7 terrasses, une piscine intérieure. Pour une architecture, c'est très contemporain. 4 niveaux, 6 chambres, 2 bureaux, un appartement indépendant. C'est très contemporain. Ouais, la maison compte 7 grandes terrasses en texte, un bien qui est actuellement sur le marché de l'hyperluxe proposé par Barnes. Olivier Alors, il y en a une petite dizaine. Hein. Ah oui, quand même, je ne comprends pas. Alors, attendez, 10 salles de bain pour combien de chambres? 7, non? Il y en a 7 là, au premier étage. Plus de salles de bain. Premier étage, je ne suis pas allé au deuxième niveau. Et donc, c'est un bien qui est actuellement sur le marché de l'hyperluxe et qui est proposé pour une somme, on est au-delà de 30 millions d'euros. Le club de la presse IMO pour rêver. C'est moins cher, la maison de Jennifer Lopez. Oui. C'est pour ça que vous allez l'acheter. Vous allez plutôt acheter Jennifer. Mais là, on est à Paris. Le club de la presse IMO tous les mercredis dans la bonne humeur. Olivier Marin, rédacteur en chef d'Explorimo Le Figaro. Merci beaucoup Virginie aussi. Virginie Groslo, journaliste à l'Obs. Et bien sûr Marie Cœur de Roi. Tous les matins avec nous pour ouvrir Intégral Placement. Très bonne journée à tous.